Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing de ce mardi 5 juillet 2022. Vincent Gagne, heureux de vous retrouver, bienvenue. Alors, qui dit 5 juillet dit début des vacances, non, plus sérieusement dit fin du premier semestre en bourse. L'heure des premiers bilans. Et autant vous dire que pour la classe d'actifs des cryptos, en termes de classement, on est loin de la première place. Alors, je vais vous parler de tout ça. Naturellement, les temps forts fondamentaux de la semaine, la tendance du marché crypto, Bitcoin, ETH, BNB, Sand, cette semaine en 4e token, parce que vous l'avez choisi dans le traditionnel sondage. Et d'ailleurs, je vous invite, quand vous avez 30 secondes, à visiter la description de cette vidéo, juste en dessous, quelque part, par ici, peut-être par ici, où vous avez le lien vers notre bouquin et le lien, les informations vers notre groupe privé, le Grippin. Voilà. Alors, ces choses étant dites, le marché action est stabilisé. Bon, nous l'avons compris, le marché action est stabilisé, l'inflation semble avoir atteint son sommet aux États-Unis, en Europe, elle continue de s'envoler. Ça fait 6-7 mois de bear market sur le marché action, 6-7 mois, même beaucoup plus, de hausse des taux d'intérêt, de l'énergie. On sent qu'on n'est pas loin de la fin du schmilblick. Reste-t-il un mois de plus de bear market, 2 de plus? On va travailler 14-15 000, 10K. On construit une base à 20. Bon, c'est le débat du moment. Alors, construire une base sur 20 000 $, ça semble compliqué. D'ailleurs, dans l'immédiat, c'est un petit trading range. Certains y voient un triangle symétrique de continuation baissière. Ils auront peut-être raison. Ou pas. Que manque-t-il pour ne serait-ce qu'un rebond technique, quelque chose de concret? Alors bien sûr une pattern, du volume, des liquidations de positions short, tout ça actuellement il n'y a pas. Il y a tout de même quelques points positifs du côté des données de sentiment. Bon, on va regarder ça, nous allons regarder ça en détail. Il y a aussi une autre thématique qui met du temps, qui va mettre du temps à arriver. Lorsqu'on parle d'inflation énergétique, on parle beaucoup du pétrole, du charbon, même globalement des matières premières en général, n'a pas que l'énergie. Mais au sein de l'énergie, il y a un marché qui est moins suivi car moins liquide, la bourse est moins accessible, les contrats à terme sont un peu différents, c'est le marché de l'électricité. Or, bon, on sait très bien que les activités de mining, sans électricité, ça ne fonctionne pas. Pas actuellement en tout cas. Et cette électricité, sur le marché gros de l'électricité, les prix, ils ont fait x4, x5 en un an. Et pour l'instant, ce n'est que très peu répercuté sur les entreprises et les particuliers. Ça peut être un risque. Et je vais donc vous montrer ces données-là aussi. Allez, on attaque. On passe au vif du sujet. Alors, excusez-moi pour la voix un peu nasale, la gorge un peu prise, un petit coup de froid. Un petit coup de froid, me direz-vous. Alors, il fait 30 degrés, on peut se poser la question de quel type de coup de froid il s'agit, je ne sais pas. Alors, je me suis réduit. Les temps forts fondamentaux de la semaine. Écoutez, je vous le donne tout de suite. Il y en a deux. Les minutes de la Réserve fédérale des États-Unis, mercredi à 8h. 8h, heure de France métropolitaine. FOMC minutes. Alors, attention, ce n'est pas une décision de politique monétaire. C'est le rapport sur la dernière décision de politique monétaire qui a vu la Fed relever ses taux de 75 points de base. Des détails seront publiés. Ça agit toujours sur le marché. Bien. Deuxième temps fort, et peut-être le temps fort vraiment important de la semaine, aux États-Unis, vendredi 14h30, 14h30 heure de France métropolitaine, le rapport NFP pour Non-Farm Payroll, c'est-à-dire le rapport mensuel sur le marché du travail, et en particulier les créations d'emplois et le taux de chômage. Si nous sommes proches d'une récession, le taux de chômage devrait commencer à remonter. S'il se maintient tout en bas, c'est que nous échapperons à la récession. Donc cette donnée est très importante. Elle viendra alimenter le débat du moment sur la probabilité d'une récession. Et tout ça est bien sûr lié aussi à la recherche du point bas sur les actifs risqués, qui pour l'instant n'est pas trouvé. Alors, malheureusement, mais à un moment ou à un autre, il ne faut pas faire l'autruche, il faut regarder les choses en face. Je vous invite, s'il vous plaît, à regarder l'écran que vous avez sous les yeux. Donc sans regarder ni à droite ni à gauche.
Mais juste pour faire face à la réalité, parfois ça fait du bien. Vous avez sous les yeux la performance relative d'une sélection de classes d'actifs, mais globalement qui représente toutes les classes d'actifs disponibles. En YTD, c'est-à-dire en Year to Date, c'est-à-dire la performance en pourcentage entre maintenant et le 1er janvier. Bon, la performance sur le premier semestre. Alors, tout est dit ici. Tout en haut, USDCY, ce sont les taux d'intérêt à 10 ans de l'État fédéral américain, plus 78%. 78% de hausse des taux d'intérêt depuis janvier. J'espère que vous avez fait votre crédit immobilier avant. Ou peut-être qu'il est encore temps de le faire. Bon, bref. En tout cas, il faut se dépêcher. Numéro 2, le pétrole, plus 45%. Là, vous avez sous les yeux, chers amis, les deux ennemis du moment. La hausse des taux et l'inflation énergétique. Vous avez là les deux ennemis ou les deux gagnants du moment. Les taux d'intérêt et l'inflation énergétique, qui se diffusent maintenant aux biens et services. Au centre, l'éternel neutre, la valeur refuge, l'or, XAUSD, c'est l'once d'or en bourse, 0 depuis le début de l'année. Eh bien, il a finalement joué son rôle de valeur refuge puisqu'il est à 0. Il n'a pas perdu de valeur. Vous aviez mis toute votre épargne financière sur l'or en janvier, vous n'avez rien perdu. Alors si, parce qu'entre-temps, il y a de l'inflation. Mais bon, voilà, finalement, lorsqu'on compare au marché obligataire représenté par le Bund, moins 12, le CAC 40, moins 17, le S&P 500, moins 20, le Nasdaq, moins 30, bon, on se dit que l'or a joué un certain rôle. Et c'est là peut-être, vous pouvez vous cacher les yeux, ou pas, tout en bas, le cours du Bitcoin, moins 57% depuis le début de l'année, moins 78% depuis son record historique de novembre dernier. Ça, c'est donc le bilan du moment. Alors, bon, d'une certaine façon, le gros de la douleur est passé. Quand bien même on irait travailler 14-15, pour certains 10. Bon, maintenant on y est, voilà, on a compris, l'esprit s'est habitué. Et donc commence la réflexion de la recherche du point bas à venir. Il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas inventer un point bas. C'est important. Alors, du côté du marché action, rien n'indique qu'un point bas est fait pour le moment. Vous avez sous les yeux la représentation graphique du contrat S&P 500. À gauche en hebdo, à droite en journalier, toujours cette succession de creux et de sommets descendants. J'enlève l'Ishimoku qu'on y voit clair. Tant que cette série de creux et de sommets descendants en cours de clôture n'est pas interrompue, pas de renversement haussier. Le rebond ici, c'était le plus bas cours de clôture. D'ailleurs, l'épaule tête épaule. Le rebond ici, c'était le plus bas cours de clôture. Le rebond dernier, plus bas cours de clôture, encore bloqué, 3900 points. Tant que le S&P 500, vous l'avez à gauche en hebdo, à droite en journalier, ne dépasse pas 3900 points en hebdo, on reste en phase de repli. Le cours du Bitcoin en données mensuelles. Dernière clôture technique mensuelle disponible depuis la semaine dernière. Et oui, le marché défend les 20 000 $. Ça, c'est plutôt une bonne chose. On l'a défendu en clôture mensuelle. Bon, c'est bien. Alors, j'insiste ici sur l'indicateur technique MACD. Historiquement, à chaque fois que la ligne de MACD approchait de 0 et que commençait à intervenir une divergence sur l'histogramme, c'était le point bas. Ça s'est tout le temps passé comme ça. Systématiquement passé comme ça, que ce soit en 2018 ou ici en 2015. Alors, c'était dans une période de hausse des taux, d'ailleurs, de la Fed ici, c'est intéressant. Alors, je vous rappelle d'ailleurs ce que c'est, qu'on comprenne bien les choses. La ligne de MACD, la différence, c'est la ligne bleue, et la différence entre la moyenne mobile exponentielle à 12 périodes et à 26 périodes. Je les ai positionnés ici. Vous avez ici la moyenne mobile exponentielle à 12 mois, la moyenne mobile exponentielle à 26 mois. Regardez ici, la 12 mois touche la 26 mois et passe en dessous. La ligne de MACD passe sous 0, puisqu'elle est la soustraction entre les deux. Lorsque la ligne de MACD repasse au-dessus de 0, c'est lorsque la 12 repasse au-dessus de la 26. La courte repasse au-dessus de la longue, c'est un signal haussier, boum, on est reparti. Et entre-temps, il y a eu une divergence haussière de l'histogramme de MACD qui est là l'écart relatif entre la ligne de MACD et sa propre moyenne mobile. Donc la ligne de MACD, qui elle-même est une différence de moyenne mobile, a sa propre moyenne mobile, qui est une moyenne mobile à 9 périodes, ici en orange. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Ce modèle se répète actuellement. Soit le point bas est fait, soit il se fait en juillet. C'est-à-dire que là, la moyenne mobile exponentielle à 12 approche de la 26, c'est-à-dire que la ligne de MACD approche de 0. Nous en sommes à 7 mois consécutifs de baisse de l'histogramme, l'écart entre la ligne de MACD et sa moyenne mobile. Soit il manque encore, donc un mois d'août plus bas, on touche 0 et ça repart.
soit le mois d'août permet entrée en divergence l'histogramme de MACD, on défend 20K, ça repart. Donc en gros, selon moi, deux hypothèses. On a un mois de juillet puissant, stabilisant, et on passe la prochaine année à faire quelque chose de légèrement haussier entre la trendline et les 60. Voilà, quelque chose comme ça, en dents de scie. Soit il manque encore un choc vers 14 et peut-être une mèche à 10. Et ça repart ensuite. Voilà pour moi l'alternative à laquelle nous faisons face. Alors, pour le très court terme, il y a une inflexion sur le Crypto Fear and Greed Index, qui est un indicateur de sentiment. Ça frétille, il y a quelque chose. Peut-être en faveur d'un rebond technique qui, pour l'instant, ne vient pas. Il y a du mieux du côté des données d'Open Interest. Vous le savez, vous connaissez. Alors, si vous regardez mes vidéos régulièrement, vous savez ce que c'est l'Open Interest. Bon, je le répète brièvement pour... c'est la quantité de contrats futurs créés sur le sous-jacent Bitcoin sur différents exchanges qui sont rassemblés ici. Il y a des données intéressantes de rebond. Bon, ça peut éventuellement défendre un rebond ou une stabilisation court terme, mais ça reste quand même archi faible et vous allez voir techniquement pourquoi. Le danger à plus long terme, c'est le prix de l'électricité. Vous avez ici le prix de l'électricité aujourd'hui dans différents pays européens. Le prix en euros du mégawatt. En France, il est actuellement 300. Il y a un an, à la même période, on a fait x3. Il était à 100. x3. Ça, comme tout est régulé, ce n'était pas encore répercuté sur les entreprises et les particuliers. Et pour les activités de mining, ça va bientôt faire mal. Donc ça, c'est le bémol. Lorsqu'on voit ce type de données, c'est plutôt favorable à la poursuite de la baisse vers 14-15 000 $. La capitalisation boursière totale crypto, en données mensuelles à gauche, en données journalières à droite. Bon, vous connaissez, alors on s'est stabilisé sur l'ancien plus haut record historique ici, mais si vous regardez les enseignements du système Ishimoku, ça peut aller jusque-là. C'est-à-dire, en fait, aller jusque-là, c'est un cours du Bitcoin qui va à 10K. Hein. C'est cet énorme niveau de l'Ishimoku. En fait, il ne faut pas vouloir à tout prix chercher à avoir un point bas. Alors, je sais que on va voir sur les différents tokens, mais observons les faits. Ici, vous avez les bougies japonaises en données journalières du cours du Bitcoin. En cours de clôture, la ligne noire ici, qui est en fait la lagging span, c'est le marché actuel, translaté 26 jours dans le passé en cours de clôture. Il n'y a rien, c'est informe, ça représente, c'est rien. Là, c'était un trading range, là, on ne sait pas ce que c'est. En bougie japonaise, on dirait un triangle symétrique. C'est une figure de continuation baissière. On sort par le bas de ça, boum, 15 000 d'un coup. D'autres y voient des renversements haussiers, des épaules tête-épaule inversées, des tasses avec anse inversée, des j'ai envie de voir ce que j'ai envie de voir inversé, etc. Bon, quand même, ça reste un peu faiblard. Cette sortie, cette compression, le marché en sort cette semaine. Il en sort cette semaine. Par le bas, 15 000, par le haut, rebond technique à 23 000, pas plus Ki Jun-sen arrive. En H4, deux bornes s'imposent, 19 008 et 20 008. Ici, tentative d'en sortir par le haut, réintégration, retour dans la partie basse, on sort par le bas, on tente de réintégrer ici, on tente de réintégrer hier, on est dans l'intervalle de neutralité 19 008, 20 008. Pour vraiment donner un signal haussier, il faudrait dépasser 20 008. Repasser sous 19 008 serait un signal à nouveau négatif. Alors, ETH BTC en weekly. Il semble que la force relative ETH BTC veuille trouver un point bas. Vous avez sous les yeux les bougies japonaises en données hebdomadaires du ratio ETH BTC. Notez que le marché s'accroche à la SSB. Là, il n'est pas de table dessus. J'ai, moi, de plus en plus tendance à croire que le ratio a fait son point bas et qu'Ethereum va retrouver de la surperformance sur le Bitcoin. D'ailleurs, c'est globalement aussi ce que j'observe sur la dominance d'ETH. Il y a cette zone support. J'aurais tendance à dire,
je ne sais pas dans quelle direction va aller le marché crypto à court terme. Je ne le sais pas. Mais j'aurais tendance à avancer que je pense savoir que TH devrait retrouver de la surperformance. Ça fait quand même quelques mois qu'il l'a perdu. Je pense que TH va la retrouver, cette surperformance. Pardonnez-moi. Alors, ETH. Alors, en weekly, why not une toute petite div en préparation sur le RSI? Au niveau du prix, on est au milieu de nulle part. Le jour où ETH donnera un signal haussier, c'est le jour où il redépassera les 1530 $. Ancien record historique, réintégré récemment. Il faut redépasser ce niveau en attendant. Et je surveille bien sûr le RSI Weekly qui doit ressortir des 30. Dans l'immédiat, il y a une petite stabilisation. Alors, en journalier, voilà, c'est là. Alors, certains disent épaule, tête-épaule inversée, tasse avec anse inversée. Je regarde le cours de clôture, ça ressemble à pas grand-chose. Ça peut être aussi un triangle rectangle de continuation baissière, en fait. En fait, ça peut être ce qu'on veut voir. In fine, c'est un trading range, comme pour le cours du Bitcoin. Il faut en sortir pour la suite. La sortie haussière, c'est dépasser 1260 $. La sortie baissière, c'est cassé par le bas cette trendline. On sort par le bas, on repasse sous 1000. On sort par le haut, rebond à 1530. BNB, même topo. Le niveau des 211 $ est défendu. C'est un gros niveau technique, les 211 $. C'était le point bas du printemps dernier. Là aussi, épaule, tête, épaule inversée, tasse avec anse inversée ou rien du tout. C'est le même débat. J'ai envie de dire que dans l'immédiat, c'est archi neutre entre 211 et 255. Briser 211, c'est chuter en direction des 150. Dépasser les 255, c'est remonter à 300. Bon, je ne serais pas surpris qu'on continue de latéraliser dans cette zone. Si d'ailleurs je repasse en weekly, je vous la montre, cette zone basse. En fait, le BNB il est dans cet énorme intervalle. Oui, alors oui, ça peut donner le sentiment que c'est une grosse zone d'accumulation de long terme. Ça donne envie, cette zone des 180-200. Bon, why not? Why not? Après, identifier des zones de prix, c'est bien. Tout le monde peut le faire. Après, chacun gère son risque, son exposition. Et la clé du trading, c'est ça. Hein. C'est pas identifier des prix graphiques, ce que tout le monde peut faire. Alors, notre ami Sund. Est-ce qu'on a fait le point bas? Je zoome sur la ligne de MACD en hebdo. J'ai envie de dire, c'est pas loin. On n'est pas loin. Il y a une belle div d'histogramme. La ligne de MACD est en train de tendre vers sa ligne de signal, qui est une moyenne mobile. On va bientôt donner le signal inverse à celui de janvier 2022. Mais est-ce qu'on le donne en juillet, en août? C'est l'incertitude que j'ai. On est proche du point bas. J'aurais tendance à dire qu'on revient sous les 1, ça se paye. Ça se paye pour le long terme. Maintenant, est-ce qu'on doit encore se faire une frayeur sous les 1 ou ça repart direct? Je ne sais pas. Mais clairement, c'est pas maintenant qu'on se pose la question de shorter, donc on se pose la question d'accumuler. La zone des 1 me semble intéressant pour le long terme. En journalier, bon, réintégrer 90 centimes. Voilà, moi mon opinion c'est on retravaille 0,90, ça se paye. Stop sous 0,60, sous les récents plus bas. Pour donner un vrai signal boule, il faut redépasser 1,50. Voilà, chers amis, j'espère que ce Cryptos Technical Briefing vous a plu. Moi, j'ai pris du plaisir à le réaliser pour vous. Et puis voilà, nous nous retrouvons mardi prochain. Merci de m'avoir écouté. Passez une bonne semaine et prenez soin de vous.